La place des femmes au cinéma, c'est un combat toujours très actuel. Au moment où je vous parle, une seule femme a gagné l'Oscar de la réalisation, une seule femme a gagné le César de cette même catégorie et une seule femme a gagné la Palme d'Or. En 120 ans de cinéma, ça fait un petit peu mal. Surtout qu'à voir ça, on pourrait se dire soit qu'il y a moins de femmes cinéastes, ou alors qu'on est en retard sur les hommes et que c'est que très récent qu'il y ait des réalisatrices. Sauf que pas du tout. Depuis le début du cinéma, il y a des femmes derrière la caméra. Ces films ont été faits quand même avant l'année bien sûr. Ça n'a rien à voir Non, avec bien l'année de la sûr. femme. Non, Rien du tout. mais alors si tu veux, moi je ressens les choses en termes de langage, si tu veux. Bon, j'ai le sentiment que les femmes cherchent leur langage. En tant que femme, je cherche mon identité. En tant que cinéaste, je cherche mon langage. En tant que femme cinéaste, je cherche mon discours. Bon, où je trouve, tu peux remplacer cherche par trouve si tu veux. Alors tu vois, c'est très simple, mais les problèmes d'argent, ils sont très graves. Ils ne sont pas particuliers aux femmes. Ils sont, écoute, Dans le cinéma, j'entends. dans la mesure Dans le où tu cinéma. viens de dire tout à l'heure que tu ne sais pas les films que tu feras, mais tu sais ceux que tu ne feras pas. Naturellement. Je Bon. connais aussi des hommes qui sont comme ça, et on n'est Bien pas ici sûr. pour parler d'eux. Et plus encore que de proposer des personnages de femmes intelligentes, les réalisatrices proposent des personnages de femmes réalistes. C'est flagrant dans le livre. Wanda, Jeanne Dillman, We Need to Talk About Kevin. Les réalisatrices mettent un point d'honneur à montrer aussi les héroïnes ordinaires, pas seulement les héroïnes au destin romanesque. Ces stéréotypes qui existent bien sûr dans toute société, il y a des stéréotypes, mais sont tout à fait insuffisants et pas intéressants. Donc il est évident que les femmes, quand elles s'approchent du cinéma, se sont posé la question et veulent proposer d'autres images. Ça va jusqu'au point où des femmes techniciennes, par exemple, ne peuvent pas, à la caméra, filmer une femme de la même façon. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Façon de découper une femme en morceaux, de filmer un cul qui marche dans la rue ou un gros plan de scène. Jamais une femme à la caméra le fera de la même façon. En fait, pendant longtemps, les studios se sont méfiés des réalisatrices avec l'idée qu'un film fait par une femme n'allait intéresser qu'un public féminin. C'est une vraie question. D'ailleurs, c'est la première phrase du livre. Existe-t-il bel et bien un cinéma de femmes? Vous avez 4 heures, nous on a 4 minutes. D'une part, une chose est sûre, c'est que les femmes réalisatrices peuvent effectivement offrir un cinéma différent, un complément par rapport aux réalisateurs ou carrément une alternative. Avec le temps, alors qu'il devenait évident que les hommes dominaient la production de cinéma, c'est devenu un combat politique. Les femmes sont passées derrière la caméra pour proposer des films différents de ceux des hommes, notamment sur la question des personnages féminins pleins de stéréotypes. Je pense que le cinéma des femmes fait partie du cinéma différent. Le cinéma différent est par définition un cinéma politique. Ça, c'est vrai. Il n'y a aucune comparaison entre un film tourné par M. Verneuil et un film tourné par Liliane de Kermadec. Ni même Quant Visconti, aux moyens financiers. Ou ni même Les moyens Visconti. financiers, à partir du chiffre, de l'argent dont on dispose, le film est un film politique. Est-ce que vous gagnez Les votre films, vie les avec films. le cinéma toutes les trois? Moi, je n'ai jamais été payé sur aucun film. Et ça Je fait... n'ai jamais même pas eu le salaire d'un second assistant en 8 ans. C'est politique, ça aussi. Bon, Et le Chantal cinéma, non plus, et Liliane non plus. Non, non. le cinéma Moi, je différent, crois le que je cinéma des pourrais femmes faire est un film cinéma cher qui serait donc aussi un film politique, qu'on le veuille ou non. C'est un cinéma différent. Les femmes étaient là dès le début et elles ont fait tous les genres, même des genres de bonhommes, du western, du film d'horreur, du film de guerre qui en met plein la vue, contrairement au cliché que les femmes ne font que des films psychologiques, avec des héroïnes torturées qui regardent par la fenêtre pendant des heures en épluchant des trucs. En fait, les films de réalisatrices, c'est surtout, avant tout, une grande variété. On ne va pas dire ce soir s'il existe oui ou non un cinéma de femmes, mais en tout cas, il existe des femmes de cinéma. Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode d'LSDMV, consacré aujourd'hui au cinéma d'horreur. Vaste programme que j'avais en tête depuis quelque temps,
et qui s'est développé et concrétisé après l'écoute d'un podcast, celui de Sorociné et plus précisément l'épisode 31 consacré au slasher et la Final Girl. Cet épisode m'a fortement plu, dans le sujet abordé, dans l'analyse des participants, et poussé à regarder Black Christmas de Bob Clark pour ensuite me replonger dans le cinéma d'horreur. Dans ma liste se trouvait entre autres The Babadook. Ayant vraiment apprécié la séance, j'ai regardé plus en détail ce qui entourait le film et constaté, sans y avoir fait attention lors du premier visionnage, qu'il s'agissait d'une femme derrière la caméra. Ces dernières années, justement, la voix des femmes se fait de plus en plus entendre dans l'industrie cinématographique, cherchant à combattre les inégalités trop importantes et à vaincre le sexisme, de nombreuses voix s'élèvent. Dans les analyses et critiques de films, une part importante est dédiée désormais à ces sujets. Et de là est survenue une réflexion simple. On analyse plus régulièrement les héroïnes du cinéma, plus particulièrement dans le cinéma de genre, que ce soit celui d'horreur et d'action, comme par exemple Ellen Ripley dans Alien, Sarah Connor dans Terminator ou dernièrement Furiosa dans Mad Max, ils sont pour la plus grande majorité du temps réalisés par des hommes. Mais pourquoi ne pas plutôt analyser les films réalisés directement par des femmes et voir quel sujet et thématique elles choisissent d'aborder et de quelle manière? Et pourquoi ne pas me compliquer encore plus la tâche en ne choisissant seulement que des films d'horreur? Nous voilà ainsi partis pour un voyage autour de 8 films d'horreur réalisés par des femmes. Sélection, vous le verrez, assez hétérogène puisque j'ai décidé d'aborder différentes périodes, nationalités et genres, mais aussi des films que je n'avais jamais vus, afin d'avoir une surprise totale et de pouvoir les apprécier pleinement. Vous êtes prêts? Bonne émission à toutes et à tous. Premier film, Slumber Party Massacre, sorti en 1982 et réalisé par Elmy Holden-Jones. Massacre à la perceuse de son titre français raconte l'histoire d'une bande de copines de lycée qui vont s'organiser une soirée pyjama mais version revisitée. Entre alcool, drogue et des petits copains voulant se venger de ne pas avoir été conviés, la nuit va très rapidement s'animer et dégénérer. Et plus particulièrement lorsqu'on apprend qu'un tueur en série, échappé d'un hôpital psychiatrique et armé d'une perceuse, rôde tout près d'ici et souhaite rattraper le temps perdu. I don't hear Valerie anymore. She didn't bring help, we know that much. Either she's dead too, or you think she's in with that guy? I can't believe that. Kind of an extreme reaction to not being invited to the party, wouldn't you say? When she called down before, when Jackie... I don't know what to think. God, that was so horrible. What happened to her? I can't stop thinking about it. Well, maybe we shouldn't talk about it. Oh, God. Maybe Diane went to get help. If we ever get through. Slumber Party Massacre est le premier volet de la trilogie éponyme, ayant la particularité d'avoir eu, pour chacun de ses films, une réalisatrice, ici Elmy Holden-Jones, et dont le scénario original fut proposé là aussi par une femme, Rita Mae Brown. Au départ connue en tant que militante très engagée dans les années 60-70, notamment en politique pour les droits civiques, le pacifisme, le féminisme, l'homosexualité, elle continua dans les années 80 par une carrière en tant que romancière et scénariste, avec particulièrement le film d'aujourd'hui, Slumber Party Massacre. Alors que donne ce film au titre évocateur et qui annonce par sa création une vision vraiment féministe et progressiste? Eh bien, un plan de scène gratuit au bout de 2 minutes. Et ça, une bonne partie du long métrage, entre des fesses filmées en contre-plongée, une scène de douche commune, les filles se déshabillant et épiées par les petits copains, le pelotage d'un couple dans une voiture mais seulement pour dévoiler le corps de la fille, on est très rapidement désorienté. Dans le sens où ces scènes, ces plans n'ont aucune plus-value. Qui plus est lorsque l'on sait qui est derrière la caméra, mais aussi le script. On retrouve un scénario banal, voire tout simplement copié des slashers cultes des années 70. Le jeu des acteurs n'arrangeant rien en la qualité, puisque pour la très grande majorité, ils surjouent et sont très moyens.
Des décisions inappropriées aussi, comme par exemple de montrer le tueur Russ Thorn et de suivre ses mouvements lorsqu'il traque ses victimes, faisant perdre en tension et en crédibilité. Alors ai-je aimé ce film ? Eh bien la réponse est oui. Et pour comprendre pourquoi, je vais revenir à la genèse du long métrage. Slumber Party Massacre est un projet qui, comme les victimes du film, a pas mal été charcuté. Rita Mae Brown avait en effet proposé au départ une parodie de slasher, sous-genre qui connut son effervescence dans les années 70, avec des films comme Black Christmas de Bob Clark, dont on parlait en introduction, Halloween de John Carpenter ou encore Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Ce terme slasher vient du verbe anglais to slash, qui signifie couper. Pour résumer grossièrement, les scénarios mettent en scène un tueur ou une tueuse en série qui va éliminer un groupe de personnes, souvent des jeunes, un par un, à l'aide d'une arme blanche. Rita avait donc une volonté d'apporter du renouveau dans un sous-genre déjà bien exploité. Et cette parodie du slasher, on la ressent particulièrement dans le premier acte qui expose le contexte du film, avec par exemple une des premières scènes montrant le tueur qui récupère dans une poubelle la poupée de Trish en poussant des grognements. Mais la production avait comme intention de réaliser un vrai slasher et a imposé cette décision à Rita. On ressent ainsi un changement dans le ton qui rend la suite du film, et spécialement dans le dernier acte, plus intense et horrifique. Les films que j'ai d'ailleurs cités précédemment sont des hommages, puisqu'on en retrouve un condensé. Entre le groupe de filles mis en avant qui rappelle celle de Black Christmas, le tueur s'invitant dans le quotidien de ses victimes et les observant minutieusement comme dans Halloween, puis la perceuse rappelant la tronçonneuse du film de Tobe Hooper, puis les cris, la violence, les différentes morts, l'isolement, la réalisatrice et scénariste reprennent les codes du genre et essayent de se les approprier. Et je dis essaye, car une autre des décisions qui va être imposée va être ces scènes de nu. Pour les producteurs, le public visé en priorité sont des hommes, hétéros, qui viennent se divertir et passer un agréable moment. Et pour réjouir ce type de public, il semblerait que la seule solution soit de capter leur attention par des jeunes femmes dénudées à l'écran. Vision abaissante, voire dégradante, et dont Amy Holden Jones va s'efforcer de faire passer un message. Tout d'abord, ce message va s'acheminer par le traitement de ces personnages féminins. Chacune est montrée avec sa propre personnalité, notamment pour les deux principales, Trish et Valérie. Trish veut s'émanciper et devenir une adulte. La première scène où elle est nue et regarde son corps peut être comme l'affirmation qu'elle est désormais une femme. Pour appuyer cette résolution, elle met dans un carton tout ce qui la lie à son enfance, des peluches, des poupées, des jouets, et va ensuite aller les jeter. Valérie, elle, est une nouvelle arrivée. Elle a des difficultés à s'affirmer, à trouver sa place. Et elle décidera aussi de garder sa sœur Courtney au lieu de répondre à l'invitation de Trish pour sa soirée entre filles, montrant ainsi son sérieux, mais n'hésitera pas à se mettre en danger et à risquer sa vie pour aller secourir sa petite sœur. C'est d'ailleurs Valérie qui assènera le coup ultime à Russ Thorn, aidée par Courtney et Trish. Et là aussi, le choix de cette solidarité féminine et d'éviter l'habituelle Final Girl, qu'on retrouve dans les films encore une fois cités plus tôt, n'est pas anodin. La volonté est ici de montrer qu'ensemble, les femmes peuvent changer les choses, et vaincre les obstacles se présentant à elles. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cette phrase, qui peut sembler sans originalité, a cependant un réel sens. Ici, la réalisatrice Amy Holden Jones a vu ses initiatives étouffées par les producteurs. L'objectif était donc de faire passer ces messages avec plus ou moins de subtilité sans attirer trop l'attention de la production. Le fait de devoir mettre des scènes de nu permet par exemple de favoriser des échanges sur des sujets assez privés, car se sentant en confiance, leur parole est libérée. Elles sont décomplexées, parlent de sexe, consomment de l'alcool, des drogues, et prennent les initiatives et décisions dans les moments importants. Les hommes sont à eux présentés plutôt de manière péjorative, comme des prédateurs. Ils observent, matent, comme nous spectateurs, apportant là aussi une profondeur, nous faisant reconnaître ce voyeurisme. Par contre, il faut prendre du recul sur le côté observateur du film, car il permet surtout à Amy Holden Jones d'apporter une tension continue. Elle n'est pas propre aux hommes, puisque la réalisatrice l'utilise aussi avec un personnage féminin, lors de la scène où Courtney fait peur à Valérie en ayant un couteau à la main. Et pour en revenir au côté prédateur des hommes, cette force brute, animale, va être amenuisée de façon subtile au fur et à mesure du récit, en montrant par exemple qu'ils ont besoin d'être accompagnés, aidés dans les moments de stress, et ça dès le début du film, avec le père de Trish, qui tourne dans tous les sens, demandant à sa femme de vérifier pour lui si tout est ok avant leur départ. Pour Jeff et ses amis aussi, qui vont aussi perdre tous leurs moyens lorsque le danger survient. La seconde idée, pour décroître cette force brute du mal alpha, va être plus concrète puisqu'elle va se matérialiser par un objet. Russ Thorn
décime ses victimes avec l'aide de son arme de prédilection, une perceuse. Objet long, pénétrant le corps des personnages se trouvant sur son chemin, on a là une continuité du corps symbolisant son sexe. Il le dit lui-même, il sait ce que veulent les femmes et cherche, par son arme, à les satisfaire. Mais sa fureur sera rapidement refroidie par Valérie, qui tranchera son arme, symbole de sa virilité, puis sa main, prenant ainsi l'ascendant sur lui avant de l'empaler. Pour conclure avec Slumber Party Massacre, je vais vous lire la phrase que j'avais notée à la fin du film. Film de série B, mais quand même fun à regarder entre amis pour Halloween par exemple. Derrière ce résumé digne d'une critique des cahiers du cinéma et après avoir à ma connaissance les détails de la création du projet, je pense que Slumber Party Massacre est vraiment un film à voir. D'une part car oui, le film est fun, décomplexé, et malgré ses erreurs reste plaisant à regarder. Mais aussi et surtout parce qu'il est un film accessible, qu'il est très intéressant, je pense, de regarder à plusieurs pour ensuite pouvoir échanger sur le contenu et le message porté à l'écran par la réalisatrice et scénariste. C'est un film charcuté, mais dont les moments sincères sont perceptibles, comme ce regard intimiste échangé entre Valérie et Trish dans les douches communes. Une attention, un sourire subtil, un instant de tendresse, simplement. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Encore plus fort que la tendresse, c'est l'amour qui dicte nos décisions. Que serions-nous prêts à faire pour nos proches ? Peut-on franchir certaines limites, quitte à commettre l'impardonnable ? Voici le sujet du second film traité aujourd'hui, Pet Sematary, Cimetière, sorti en 1989 et réalisé par Mary Lambert. Dans le Maine, une charmante famille du nom de Creed, composée des parents Louis et Rachel, de leur enfant Ellie et Gage et de leur chat Church, s'installe dans une belle maison située à proximité d'une forêt et d'une route passante où circulent majoritairement des camions de marchandises. Tandis que la famille coule des jours heureux,
ils vont faire la connaissance de leur voisin, Judd Crandall, un ancien du village. Il va leur faire découvrir les alentours, notamment un cimetière pour animaux, créé par des enfants. Dans les jours qui suivent, un drame va subitement s'abattre chez les Creed et être le déclencheur d'une série d'événements tragiques. What is this place? I brought you here to bury Alan's cat. Daddy, is church all right? Why, Judd? I have my reasons. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Daddy's gonna do something really bad. You're thinking of putting them up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Pet Cemetery. Afin de vous expliquer la sélection des 8 films, je rappellerai pour chacun ce qui fut déterminant dans mon choix. Ici, il s'agit du sujet de l'adaptation, mais aussi parce que Cimetière est le premier roman m'ayant fait découvrir l'univers de Stephen King, et qui représente donc toute une symbolique pour moi. Il s'agit donc de l'adaptation cinématographique du roman éponyme paru en 1983. Après avoir laissé son écrit de côté le jugeant trop sombre, King prit la décision, poussé par ses éditeurs, de le publier sans s'empêcher de lâcher un « pas comme ». Assez rapidement, les droits pour un long métrage furent vendus, mais laissés de côté suite à un projet avorté devant être réalisé par un des maîtres de l'horreur, M. George Andrew Romero. Il fut repris en 1988 et confié à Marie Lambert, découverte pour ses 3 clips réalisés pour Madonna, Borderline, Like a Virgin et Like a Prayer. La décision de choisir Marie Lambert fut prise par les producteurs et adoptée par King, rassuré par la réalisatrice, souhaitant rester fidèle au support d'origine. Déjà, on part sur des bases solides et une volonté commune, bien différente de celle constatée sur Slumber Party Massacre. Alors, qu'en est-il du film ? Eh bien, je trouve qu'il réussit assez bien à retranscrire la brutalité du livre. Brutalité non pas visuelle, bien que les dernières scènes soient cauchemardesques, mais dans la façon d'apporter l'horreur dans le quotidien, un élément central des œuvres de King. L'installation de cette horreur va être progressive. D'abord, il va s'agir de perception, celle du chemin, derrière la maison, nous invitant à le prendre et à pénétrer dans la forêt, celle du danger de la route, plutôt en retrait en arrière-plan au début du film, celle de l'intrigant voisin, Judd Crandall, leur faisant découvrir le cimetière, puis les premières questions posées par Ellie à son père concernant la mort. L'horreur va ensuite s'installer de manière physique dans leur vie, et ainsi introduire la thématique du film qui est celle de notre lien et de l'acceptation de la mort. Elle débutera par l'accident mortel de Victor Pascoe, accident qui n'est pas montré, mais seulement le transport du blessé afin qu'il soit examiné. Mais une scène tellement soudaine, surprenante et aussi puissante que nous sommes tout simplement scotchés à l'écran, la mort ayant frappé à notre porte sans prévenir. Avant de mourir, Victor alertera Louise sur le danger du cimetière indien et servira par la suite d'ange gardien. Interviendra quelques jours plus tard le décès du chat Church, qui n'est pas montré là aussi, comme pour souligner les différentes étapes de la mort. D'abord un sujet vague, puis la réalité, en se retrouvant face à elle, vient ensuite son acceptation et le deuil. Et pour penser, préserver Ellie et ainsi éviter de lui annoncer la mort du chat, Judd va proposer à Lois d'enterrer l'animal dans un autre cimetière, ayant le pouvoir de ressusciter les morts. Chose que Judd ne lui mentionnera pas dans un premier temps. Church reviendra d'entre les morts, mais ne sera plus le même, dégageant une odeur pestilentielle et devenant bien plus agressif. Et à partir de ce moment vont vraiment démarrer les hostilités. Missy, la femme de ménage souffrant d'un cancer, va se suicider. Scène montrée, cette fois-ci. Pareil pour le souvenir de Rachel, marqué par les dernières tragédies survenues, se remémorant un événement clé de son enfance, celle de la mort de sa sœur Zelda, dont elle avait la garde et n'ayant toujours pas réussi à se débarrasser de cette culpabilité et à faire son deuil. Puis la scène centrale, le point de non-retour pour nos personnages, la mort de Gage. C'est par une journée ensoleillée, lors d'un pique-nique, que le drame se produit. Une inattention des parents, du conducteur du poids lourd, de Gage, et c'est la fin.
Et quelle scène! Mon Dieu, ce passage d'un moment hors du temps, de simple bonheur, où d'un coup la mort nous frappe cruellement, et là pas besoin de montrer l'impact de la part de la réalisatrice Marie Lambert. Elle va cependant le souligner de deux manières diamétralement opposées. La première, insoutenable par le son, qui ne dure que quelques secondes, mais confirmant que l'impact a eu lieu. S'en suivra le silence de la mort de Gage et le cri de désespoir de Louis. La seconde, plus métaphorique et douce, par deux images. Le cerf-volant tombant du ciel, n'ayant plus personne pour le faire voler, puis la chaussure, orpheline, roulant au sol, recouverte de sang. Répondant fortement à deux films dont leur manière de présenter la mort, M le maudit et le premier Mad Max. Okay, in just a minute. I want to fly it. Daddy, it's my time now. All right, just a minute. Don't let him go on the road, Louis. Get him, Louis! Get the baby! Get the baby! Get the baby! Mais, bien qu'il s'agisse de la scène centrale du long métrage et qu'elle soit déjà très dramatique, elle aurait mérité à être plus étirée. Déjà, il aurait été plus impactant de choisir entre l'image du cerf-volant et de la chaussure, car les deux scènes se superposent à mon sens. Et comme les plans sont courts, nous avons juste le temps de comprendre cette métaphore que, déjà, un nouveau plan intervient. Pareil pour les hurlements de douleur de Louis, très vite effacés par des photos souvenirs, faisant la transition sur la scène suivante. Mais rien ne réussira à apaiser cette douleur, au contraire. L'éloignement de Rachel et de sa fille partis rejoindre la belle famille, les pensées du cimetière et aussi et surtout le bruit incessant des camions continuant à passer devant la maison, lui rappelant le terrible malheur, et cette dernière idée est d'ailleurs très très forte de la part de Marie Lambert et très bien gérée. Elle soulignera aussi cette tragédie par le fait que ce sont des adultes qui ont pris les mauvaises décisions, notamment les hommes qui réagissent à leurs émotions sans prendre de recul. Judd qui a montré le lieu interdit, Louis qui n'a pas suivi les nombreuses recommandations du fantôme Victor, ou encore le père de Rachel qui frappe son gendre durant les obsèques. Seuls les personnages féminins réussiront à prendre les bonnes décisions, et principalement Rachel. Elle écoutera les avertissements de sa fille, et ce, indirectement du fantôme, prenant ensuite l'avion pour essayer de sauver son mari, et qui représentera son parcours initiatique. Et pourquoi ? Car elle fera aussi preuve d'un grand courage, en rentrant en stop avec un des camions de la compagnie, responsable de la mort de son fils Gage, puis en affrontant à nouveau l'hallucination de sa sœur, qu'elle réussira à faire disparaître. Ces deux événements annonçant qu'elle a désormais réussi à faire son deuil. Pour ceux écoutant l'émission et n'ayant pas vu le film, je ne m'attarde pas sur le final de la maison, qui est à découvrir, et dont la dernière scène aurait mérité à être coupée un peu plus tôt. Concluant seulement en disant qu'il s'agit d'une adaptation et d'une réalisation honnête, et que la qualité se ressent indéniablement. Et pour rappel, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Ce n'est pas bon. C'est dément, un truc pareil. Saloperie. Voici pour les deux premiers films qui nous ont servi de mise en bouche. Mais je commence à avoir faim, pas vous ? Allez, je vous propose de passer à table pour le troisième film, Dans ma peau, de Marina Devan. Dans ma peau raconte l'histoire d'Esther, jouée par la réalisatrice Marina Devan, trentenaire, fraîchement débarquée dans une boîte d'institut de sondage. Conseillée par sa copine Sandrine, jouée ici par Léa Drucker, Esther va tout faire pour transformer sa mission en contrat à plein temps. Cependant, lors d'une soirée, Esther va se blesser grièvement à la jambe. Progressivement, cet accident et les séquelles qui en découlent vont avoir un impact de plus en plus important dans sa vie. D'une part aux yeux de ses proches, puis pour Esther qui va redécouvrir son corps, mais de façon peu conventionnelle. Pourquoi t'es pas allé directement aux urgences en prévenant Sandrine ? Toi, tu te blesses, tu vas boire un coca, tranquille. Je sais pas, j'étais choquée. J'ai assez envie de sortir, moi. J'ai bien bossé cette nuit. Tu voudrais pas aller manger dehors ? Non, j'ai pas envie.
Je trouve quand même bizarre que t'aies rien senti. Le médecin dit que tout fonctionnait normalement. Et pourquoi pas un tour en bateau sur le canal? Non, ça te dit rien non plus? Bah vas-y alors, toi, propose. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Enfin, rien, je sais pas. Écoute, t'as la moitié de la jambe arrachée, tu t'en rends pas compte, et là je t'effleure, tu te retournes, tu te grattes, alors... Tu te rends compte que c'est bizarre, non, cette histoire? M'a dit quelque chose? Non, tu réponds pas. Écoute, si t'as pas envie de sortir, tu me dis j'ai pas envie de sortir, mais tu me le dis, c'est tout. Tu me laisses pas chercher 50 idées pour changer de sujet à chaque fois. Enfin, je viens de te le dire, j'avais pas envie de sortir. Eh ben moi, j'ai plus envie de parler de cet accident. Le film 100% français de cette sélection. J'ai décidé de mettre de côté des films comme Grave ou Revenge, français eux aussi, mais plus connus à mon sens, et déjà mis en avant ou souvent conseillés. Et franchement, je ne suis pas déçu, car Dans ma peau fut une réelle expérience sensorielle. Il faut savoir qu'il s'agit ici du premier long métrage de Marina Devanne, et qu'on sent très personnel, car elle nous plonge dans un quotidien, une vie banale, habituelle, qui renforce cette proximité avec nous, spectateurs. Puis l'accident qui va intervenir va vraiment sembler anodin. Ce n'est que par des petits enchaînements que l'horreur va peu à peu pénétrer dans la vie d'Esther. La réalisatrice met en scène cette horreur dès le départ et dès son générique. Avec la technique du split screen, qui consiste à découper l'image en deux, Devanne nous montre une série de clichés, de photos du quotidien. Celle de building, de la ville, avec d'un côté l'image normale, puis de l'autre la même image, mais en négatif, annonçant ainsi les deux personnalités d'Esther, opposées mais voisines, l'une naturelle et l'autre plus étrange, mais déjà présente. Cette partie d'Esther plus sombre va se dévoiler au fur et à mesure, notamment lors de moments où elle ne se sent pas dans son élément, et surtout quand elle perd le contrôle. Elle va tout d'abord s'isoler et se taillader la jambe déjà mutilée par son précédent accident, et ça au sous-sol de son entreprise, dans le noir, comme pour se cacher à elle-même ce qu'elle est en train de faire. Mais de cette expérience de scarification, elle en sortira apaisée, et souhaite la partager avec son amie Sandrine comme un plaisir coupable et interdit mais quasi érotique. Mais Valérie va plus être alarmée par le comportement de son amie que curieuse. Elle l'invitera d'ailleurs chez elle afin de garder un œil sur Esther. Cependant, elle finira quelques jours plus tard par la laisser seule, se rendant compte qu'Esther s'épanouit et réussit même à prendre des initiatives en obtenant un nouveau poste la conduisant hiérarchiquement au-dessus de Valérie qui ne l'accepte pas. Pour son copain Vincent, qui est lui dans l'incompréhension, lui va plutôt chercher à savoir s'il a une part de responsabilité. Se rendant compte qu'elle semble perdue, il va aménager avec elle afin de la protéger. Ce qui donnera lieu d'ailleurs à une magnifique scène au réveil, où Esther, allongée dans le lit, découvre son bras totalement engourdi et commence à le manipuler, surprise et peut-être aussi un peu effrayée. Et là, Vincent va apparaître derrière elle, alors qu'on ne le voyait pas depuis le début du plan, comme pour indiquer qu'il reste en retrait, mais présent, en constante vigilance, l'aidant à retrouver ses sensations au bras. Mais peut-on réellement protéger une personne d'elle-même ? Car incomprise des autres et ne pouvant réprimer cette envie de douleur, de sang et aussi de continuer à découvrir plus profondément son corps, Esther va commencer à leur mentir et ainsi pouvoir assouvir ses désirs les plus sombres. Et cela va intervenir après la scène centrale du film, se déroulant au restaurant, qui ne sera pour elle que l'entrée. Ce dîner est un repas professionnel qui va vite déraper, aidé par l'alcool que va boire Esther, qui habituellement n'en consomme pas. Et pour montrer cet état d'ébriété, Devanne va jouer sur plusieurs points. Nous allons voir Esther boire sur chaque plan la montrant, indiquant ainsi sa consommation importante et rapide. Elle va aussi intervenir par des phrases creuses, n'ayant aucun intérêt sur la discussion assez technique qui se déroule, puis sur les bruits environnants, qui sont décuplés, par exemple ceux des discussions des autres tables, du tintement des couverts et de la nourriture triturée. Elle va vite perdre le contrôle de la situation et aussi de son corps, présenté par son avant-bras, séparé de son corps, mais dont seulement Esther est témoin. Scène vraiment étrange et inhabituelle dans le sens où nous n'avions pas prévu que cela puisse se dérouler dans un lieu plutôt chaleureux, propice au monde et au bruit. Et cela va accentuer au contraire la tension palpable, puisque outre cette image surnaturelle qui n'est en fait qu'une impression, Esther va commencer à se tailler le bras afin de retrouver une sensation. Chose qu'elle n'avait pu faire précédemment au réveil, puisque Vincent était là pour la surveiller. Et cette scène est d'une tension, mais aussi gênante, car on voit qu'Esther n'est pas à sa place.
cela renforcé par la discussion ayant pour sujet les incompréhensions et quiproquos pouvant avoir lieu d'un pays à un autre à cause des cultures, des rites différents. Il y a autour de la table des regards appuyés aussi sur Esther, sans forcément de jugement mais qu'en doute critique. Des silences, plus les gestes étranges d'Esther qui perd peu à peu conscience de ce qui l'entoure. Et on se demande jusqu'à quel point elle va aller, et quand les autres convives vont s'en rendre compte. On a quasiment plus peur des réactions qui peuvent avoir lieu ou qu'elle se fasse surprendre que de ce qu'elle se fait réellement. C'est très étrange. On a un directeur d'études, justement, qui travaille maintenant à Rome. Dans votre filiale? Non, il a changé d'orientation, comme on dit. Et puis notre filiale est à Milan, de toute façon. Ce garçon, Chevrier, est allé à Milan il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, il est à Rome, où il travaille dans notre domaine. Il a pris un studio, tout en gardant son logement près de Milan, où il a ses attaches. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il pense de Rome, mais il a préféré l'Italie à la France. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de revenir à Paris. Et vous alors? Vous n'avez pas souhaité vous établir au Moyen-Orient? Non. Alors pour résumer, si j'ai bien compris, Rome est déplaisante et Lisbonne n'est plus ce qu'elle était. Quelle ville aimez-vous donc? Paris, on vit quand même dans la plus belle ville du monde. Hein. L'architecture est très homogène, ça n'a jamais été défiguré. C'est à la fois un cadre extraordinaire et un lieu de vie très agréable. Et puis, pour ces endroits dont vous parlez, les clubs à la mode, remarquez, moi ça ne m'attire pas tellement, hein. Peut-être pas les mêmes critères, je critique pas, hein. Je comprends qu'on aime ça. Mais pour moi, ce genre d'endroits ne pourront jamais remplacer les plaisirs quotidiens qu'on a avec nos bistrots, notre troquets. On nous accueille toujours si chaleureusement. Pas toujours, enfin, ne généralisons pas. Au Japon, vous devez être malheureux, alors, parce que Tokyo n'offre absolument pas ça. Ah oui, ça c'est clair. Justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous travaillez avec le Japon sur des études internationales avec des instituts de sondage japonais, comment ça se passe? Les gens doivent avoir des méthodes très différentes des vôtres, ça doit pas du tout être évident. La situation est très forte. Elle finira par lâcher complètement prise avec le lieu présent pour se téléporter de l'autre côté de la rue, dans un hôtel, afin de se retrouver seule, avec son corps, au calme, sans bruit environnant. Et là, les fans d'ASMR vont être servis. Il va s'agir vraiment d'un plaisir intime, privé, d'un moment qui lui appartient à elle seule. Le fait de prendre cette chambre d'hôtel renforce ce côté très sexuel, comme si nous suivions 2 amants se retrouvant secrètement pour une nuit. Pas de musique de fond, juste ces bruits de bouche, la respiration d'Esther et ses soupirs vont accentuer le plaisir éprouvé, mais aussi le malaise perçu par les blessures qu'elle s'inflige, intensifiant ce paradoxe. Ce sera le début de la fin, son ultime mensonge, puisqu'elle simulera un accident de voiture ne lui permettant plus de faire marche arrière. Ce rite sera réalisé une dernière fois, proposé sous forme de split screen, faisant ainsi un effet miroir avec celui présenté lors du générique d'introduction, montrant cependant sur les 2 images le même lieu et les mêmes objets, afin d'indiquer qu'Esther ne fait plus qu'un désormais avec ses 2 personnalités. Avant que cet ultime montage intervienne, elle se trouve au niveau de l'image et du son dans un supermarché. Puis l'image va ensuite basculer sur ses préparatifs futurs, et le lieu où se situera la cérémonie sous la forme du split screen, qui découpe ici l'image comme Esther s'entaille le corps, mais tout en conservant les bruits de la galerie marchande. Ensuite, les bruits environnants vont peu à peu être remplacés par le son de ses pas, que nous entendons pour montrer que sa décision est déjà prise, le plan médité, et qu'elle quitte la grande surface pour se rendre à l'hôtel afin de réaliser son projet. Voilà pour Dans ma peau de Marina Devan. Je parlais précédemment d'une réelle expérience sensorielle, et il faut savoir que ce choix artistique n'a pas été décidé au hasard. Devan avait, avant de débuter au cinéma, la volonté de travailler dans les arts plastiques, et on sent, dès son premier long métrage, cette envie de faire fonctionner nos sens. Le son, le toucher, avec la texture des différentes matières, mais aussi la vue par le montage, et aussi le choix des couleurs. Par exemple, le plan final qui montre Esther pris entre la couleur vert et aussi le jaune, comme pour souligner qu'elle a réussi à trouver un épanouissement, une satisfaction, mais tout en étant coincée dans cette instabilité et ce trouble, nous rendant ce final amer, car nous savons qu'Esther ne pourra jamais s'en sortir indemne. Ce qui est à retenir, c'est que Dans ma peau privilégie davantage l'expérience sensorielle que son scénario. Cela fonctionne mais déboussole, ce qui va faire écho avec le 4e film que nous abordons aujourd'hui, L'étrange couleur des larmes de ton corps, du duo Hélène Caté et Bruno Forziani. I woke
L'histoire, c'est celle de Dan Christensen, qui, revenant d'un voyage d'affaires, découvre son appartement fermé de l'intérieur, vide, sans aucune trace de sa femme, Edwige. Il va entamer des recherches afin de la retrouver et comprendre pourquoi elle a disparu, à moins que l'immeuble et ses occupants aient un rôle à jouer dans sa disparition. Oui, chérie, c'est moi. Allô? Ma femme a disparu. Je suis inquiet. Quand j'ai pas d'éléments plus concrets, je peux rien faire. Mais c'est ma femme. Toi que je veux connaître. Film franco-belge du duo, je le disais, Hélène Catté et Bruno Forgiani. Il s'agit de leur deuxième long métrage, après Amer sorti en 2009, et avant Laisser bronzer les cadavres de 2017. Duo qui sont en réalité un couple dans la vie privée. Et c'est ce critère qui m'a intrigué dans la sélection de ce film. Même si on sort de la réalisation 100% féminine, voir ce que peut apporter une relation privée dans un projet commun professionnel me semblait très intéressant. Et d'après certaines de leurs interviews, ce travail en duo ne semblait pas évident, notamment dans la manière de trouver un équilibre entre leurs deux visions et ce qu'ils souhaitent montrer à l'écran, sachant qu'ils abordent en plus un cinéma très visuel et esthétique. Par exemple, afin de faciliter le tournage, ils préparaient en amont eux-mêmes les scènes en amateur chez eux, permettant ainsi de se mettre d'accord sur comment allaient être filmées les scènes. Mais outre ce critère du couple, c'est aussi ce titre et cette affiche qui m'ont tenté et appelé. Un peu comme cet immeuble, ces voix provenant des murs, telles des sirènes qui chercheraient à nous attirer, nous envoûter pour mieux nous piéger. Car derrière cette intrigue policière, l'étrange couleur des larmes de ton corps est en réalité un giallo pur et dur. Et n'étant pas fan et très connaisseur du genre, mon avis est plutôt mitigé. Pour rappel, le giallo est un genre cinématographique, nous venant d'Italie, qui souhaite avant tout nous faire ressentir et vivre une expérience, mettant en second plan le scénario ou même la résolution de l'enquête, puisqu'il s'agit d'un mélange entre le cinéma d'horreur, polar et érotique. Il n'est donc pas évident d'aborder le long métrage, très labyrinthique dans lequel je me suis régulièrement perdu, noyé dans les couleurs, les messages, les différentes lectures, mais qui conservent de bonnes, voire de très bonnes choses. La première, c'est l'immeuble, qui est un personnage à part entière, vivant et cela montré dès le début du film lorsque Dan revient chez lui. L'immeuble s'étire, tourne, se contracte, montré par cet effet kaléidoscope magnifique, à en faire baver Karim Debache ou la séance de Marty. On se perd dans ces couloirs, on se sent constamment observé, traqué. Et là, plusieurs films me viennent en tête. The Haunting de Robert Wise, Rosemary Baby et Le Locataire de Polanski par exemple, qui réussissaient à nous montrer cet étouffement, le fait d'être réellement avalé par le bâtiment. Et le côté film choral, c'est-à-dire plusieurs histoires dans l'histoire, m'a aussi emballé. Je pense notamment à la séquence en noir et blanc réalisée sous forme de stop motion, où l'un des personnages féminins se retrouve traqué par une forme, une silhouette vêtue d'un chapeau. Séquence extrêmement puissante en termes de tension et d'horreur, faisant beaucoup rappeler le cinéma de Lynch. Très anxiogène, on y retrouve cette très fine séparation entre l'horreur, le fantastique et l'érotisme. D'une part par le son, avec par exemple le mélange entre les soupirs de plaisir, de stress, dont on a aussi parlé dans le film de Marina Devan, mais aussi les visuels avec des corps violentés, mutilés à l'arme blanche, jouant sur la pénétration quasi érotique là aussi, où même les plaies prennent la forme du sexe féminin. Et c'est cette maîtrise qui est vraiment le gros plus du film. Le travail fourni est impressionnant. Je citais il y a quelques instants David Lynch, qui rejoint dans son style des points clés du giallo, qui peut être expliqué par sa carrière artistique qu'il met en avant dans ses films, jouant beaucoup sur les couleurs, les textures, le son. Un mélange qui rend son cinéma surréaliste et que j'aime décrire comme un cauchemar magnifique, mais qui, à la différence du giallo, est bien plus terre-à-terre, souhaitant quand même servir aussi le scénario. Mais pour l'étrange couleur des larmes de ton corps, la qualité de réalisation n'empêche pas une difficulté d'immersion, renforcée aussi par un montage énormément découpé. C'est un choix, mais qui entrave à mon sens cette plongée dans l'univers,
On a très peu de temps pour saisir l'image. C'est dommage car il s'agit d'un véritable roman graphique dont chaque plan mérite qu'on s'y attarde. Malheureusement, le dénouement de l'intrigue est donné rapidement lors d'une discussion, confirmant qu'il ne s'agissait que d'un détail et non la clé du film, nous laissant terminer cette odyssée sur un symbole faisant d'ailleurs écho au titre, afin de laisser libre cours à notre réflexion. Après s'être étendu sur 2 films plutôt artistiques, nous allons aborder maintenant un film intimiste, sans pour autant perdre en qualité. Un film sorti aussi en 2014, réalisé par une Australienne, Jennifer Kent, dont il s'agit du premier long métrage, The Babadook. Amelia est une jeune mère veuve vivant avec son fils Samuel, enfant assez virulent et hyperactif. Un jour, il demande à ce que sa maman lui lise avant d'aller dormir un livre intitulé Mr. Babadook, l'histoire d'un croque-mitaine venant rendre visite aux enfants la nuit. À partir de cette lecture, Samuel va être obnubilé par le monstre, persuadé qu'il est réel et qu'il projette de s'en prendre à lui et sa mère. Amelia va essayer tant bien que mal de gérer la situation, à la limite de lâcher prise, toujours en deuil, et ne sachant plus comment s'en sortir désormais. On the shelf. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. Babadook, dook, dook. It wants to scare you first. Then you'll see it. This monster thing has got to stop. You can't get rid of the Babadook. What do you want? You can bring me the boy. You can bring me the boy. You can bring me the boy. You can't get rid of the Babadook. Il s'agit du premier long métrage de Jennifer Kent, au départ destiné à une carrière d'actrice, mais constatant très vite qu'elle n'était pas faite pour ça. Elle réalisa par la suite un stage sur le tournage de Dogville de Lars von Trier qui la rassura sur ses motivations à se tourner plutôt vers l'écriture et la réalisation. Et comme indiqué en introduction, The Babadook est le film qui est à l'origine de cette émission. Et avant d'être interpellé par le fait qu'il s'agissait d'une femme derrière la caméra, c'est la qualité de son film qui m'a tout de suite plu. Déjà, Jennifer Kent va jouer sur le point de vue, en nous plaçant du côté de son personnage principal, ici Amelia, jouée par Aishi Davis. L'objectif visé ici va être d'éprouver très rapidement de l'affection, de la compassion pour elle. On va nous montrer qu'elle revit, sous forme de cauchemar, un accident qu'elle a vécu et dont elle ne se remet pas, et qui nuit à son sommeil et sa santé. Puis la nervosité et tension permanente qu'elle va éprouver lorsque son fils est présent, marquée par les cris, les grincements et gestes qu'il peut faire lorsqu'il dort à ses côtés, ou son agressivité régulière, que ce soit par les mots ou par les gestes. On va aussi la voir dans son métier d'infirmière, pour renforcer ce côté sympathique, calme et avenant. Et lorsqu'elle termine son travail, ce n'est pas pour se reposer, mais pour commencer sa deuxième journée de maman et s'occuper de Samuel, et des bêtises faites à l'école ou lorsqu'ils sont en famille. D'ailleurs, les professeurs et la sœur d'Amelia vont lui insinuer que, peut-être, Samuel aurait besoin de l'aide d'un médecin ou d'un professionnel. Et cette distinction forte entre la mère et son fils se remarque aussi dans leur relation. Amelia semble froide, distante et non réceptive aux gestes de tendresse maladroits que peut procurer Sam. Elle est vraiment isolée, montrée par le cadre et les plans, par exemple lors de l'anniversaire de sa nièce, où elle est montrée isolée en bout de table, assise, alors que les autres mères sont à l'autre bout de la table, sur le même plan, réunies, et filmées en contre-plongée et debout pour la plupart, appuyant l'intimidation et le jugement qu'elles éprouvent envers Amelia. Elle ne peut non plus recevoir de l'amour de la part d'un compagnon, d'un amant, chose qui lui est rappelée constamment par les films qu'elle regarde, ou bien les couples croisés dans la rue par exemple. Et les rares moments de calme où elle souhaite se donner du plaisir sont interrompus, encore une fois, par son fils. On a donc dans ce premier acte la présentation de ces personnages où Samuel semble à l'origine de tous les problèmes et qui vont s'aggraver lors de la lecture du fameux livre Mr. Babadook. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook.
if you're a really clever one and you know what it is to see, then you can make friends with a special one, a friend of you and me. His name is Mr. Babadook, and this is his book. A rumbling sound, then 3 sharp knocks. Ba-ba-ba-dook, dook, dook. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Ba-ba-ba-duk, duk, duk. We might read another one tonight, eh? But you said I could choose. This is what he wears on top. He's funny, don't you think? See him in your room at night. Mum, does it hurt the boy? Mum, does it live under the bed? Mum? Mummy! Mummy! C'est à partir de là que l'horreur va entrer dans le quotidien de la famille, mais pas directement. Tout d'abord, nos deux personnages vont être envahis par les souvenirs incessants du défunt père, que ce soit de façon matérielle, où l'on découvre que la cave regorge d'objets lui ayant appartenu, ou de façon directe par les échanges avec la famille ou les proches. Nous découvrons ainsi qu'Amelia ne s'est jamais réellement remis du décès de son mari, qu'elle n'a pas encore fait le deuil. D'autant plus que sa mort, lors d'un accident de voiture, coïncide au jour de naissance de Samuel, puisque son mari était en train de conduire Amelia à l'hôpital pour qu'elle puisse accoucher. Ce qui explique cette distance et le fait qu'elle ne réussit pas encore réellement à aimer son fils. Et je parlais de l'importance du point de vue, puisqu'à partir de là, nous allons comprendre que Samuel n'est pas le réel problème au sein de la famille. Cette constatation va se réaliser après une énième altercation, où Samuel va finir par avoir des spasmes et faire une crise. Sa mère va alors décider de le garder à la maison et va demander aux urgences un traitement afin de pouvoir l'aider à dormir, ce qui va aussi l'assommer pour le reste de la journée. Elle va alors commencer à avoir des hallucinations, que ce soit dans son quotidien ou dans les films qu'elle va regarder avec le Babadook apparaissant dans les films de Méliès, qui est d'ailleurs très bien fait et qui coïncide avec le côté fantastique surnaturel de l'Odyssée, rendant ainsi un super hommage. Et aussi par les transitions entre la nuit et le jour sur un même plan, pour souligner la fatigue, cette insomnie et cette perte de repère. Et c'est durant cette fameuse nuit que le Babadook va se matérialiser et va entrer dans la bouche d'Amelia. Mais encore une fois, est-ce la réalité ou simplement la folie ? Et en tout cas, cette scène où le Babadook entre en elle marquera le point de non-retour. Désormais comme un zombie et errant dans la maison, devenant violente et ne s'occupant plus de son fils, la descente aux enfers commençant pour Amelia qui finira comme possédée. Dans la dernière partie du film, c'est Samuel qui réussira à la stopper. En mode Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, il réussira à l'attacher dans la cave où commencera le rituel d'exorcisme, afin de faire expulser Babadook du corps d'Amelia. Cet exorcisme réussira grâce à un simple mais fort geste de tendresse de Samuel envers sa mère, qui finira par éliminer le mal en elle. Une dernière tentative se déroulera dans la chambre, dans laquelle Babadook va s'en prendre physiquement à Samuel, puis va affronter Amelia. Prenant l'apparence de son défunt mari, il la mettra une nouvelle fois face à sa mort, essayant de la faire craquer. Cependant, Amelia lui tiendra face, réussissant à le repousser et à très fortement l'affaiblir, le monstre se retranchant dans la cave de la maison. Le mal vaincu, la dernière séquence montre l'anniversaire de Samuel, fêté pour la première fois le jour de son anniversaire, symbole du deuil désormais accepté, un lien fort unissant désormais le fils et sa mère, plein d'amour et de promesses. Cependant, Babadook continue d'être, se terrant dans la cave de la maison, à l'agonie, mais nourri par Amelia. Sacré résumé, j'en conviens, j'espère ne pas vous avoir perdu en route,
mais il est essentiel de reprendre en détail l'histoire, car derrière le Babadook se cache en fait le deuil qu'Amélia n'arrive pas à surmonter, le monstre n'en étant que la métaphore, le symbole, et plus Amélia va approcher de la date d'anniversaire de son fils, plus le passé va remonter à la surface pour lui rappeler le décès de son mari et la submerger. C'est pour cela que le Babadook va être de plus en plus matériel et violent. Le livre le mentionnait d'ailleurs, plus tu nieras l'évidence, plus je deviendrai puissant. À force de réprimer, de nier ses émotions, elles vont s'accumuler et finir par s'extérioriser de façon effrayante. Plusieurs indices sont d'ailleurs éparpillés pour expliquer qu'Amélia est derrière la création du croque-mitaine. Lors de l'anniversaire de sa nièce, par exemple, elle souligne le fait qu'elle était autrice pour des magazines, mais aussi et surtout pour des livres pour enfants. On devine alors que le livre qu'elle lit à Samuel est en fait une de ses créations, et qu'il pourrait même s'agir de son autobiographie. Il y a aussi les ampoules de la maison qui grésillent, soulignant le passage d'Amélia au Babadook, et à son changement de personnalité qui expliquerait aussi son manque de sommeil. Nous avions donc plein de pistes, mais dont nous n'avions pas fait attention puisque justement cette attention était détournée dès le départ vers le personnage de Samuel. Et en poussant l'analyse, on peut comprendre les excès de violence du garçon, qui devait être régulièrement spectateur malgré lui des changements de comportement de sa mère, voire victime de maltraitance. Car dans le final du film, Samuel est clairement traîné dans l'escalier et projeté à plusieurs reprises contre un des murs de la chambre. Et comme nous savons que le Babadook est en fait le deuil d'Amélia, est-ce qu'elle ne rejetterait pas la violence et la douleur qu'elle ressentait sur son fils? Et cette réflexion rend le film encore plus sordide et impactant. Samuel est en fait un garçon fragile, marqué par une enfance sans repère. D'une part l'absence d'un père, puis celle aussi d'une mère qui ne pouvait supporter cette coïncidence de dates, marquant à la fois la vie et la mort. Bien qu'il soit rejeté, il est persuadé de l'amour que lui porte sa mère. C'est pour ça qu'il ne démord pas de l'aider et de lui montrer. Il sait que la plus grande menace pour sa mère est le mal que peut se faire Amélia envers elle-même. Et c'est dans cette scène de face-à-face finale dans la chambre qu'Amélia comprendra enfin. Faisant face au monstrueux Babadook, qui, ayant perçu qu'elle avait désormais le contrôle, lui ouvrira les yeux et même l'aveuglera de la vérité. Cette vérité qui n'est en réalité qu'une création d'Amélia, et qu'il représente le deuil de son mari. Ainsi, Amélia acceptera que cette souffrance fasse partie intégrante de sa vie, mais pouvant désormais la contrôler, la gérer. D'où le fait qu'elle ait besoin de se recueillir seule dans la cave, où sont entreposés les souvenirs de son mari et le faible Babadook. Elle n'oublie et n'abandonne pas son passé, mais accepte désormais d'avancer. It's all right. It's all right. It's all right. Après la solitude, passons à la cohue, à la réunion avec The Invitation, sortie en 2016 et réalisée par Karyn Kusama. Réalisatrice américaine à l'origine entre autres de Girl Fight et Jennifer's Body, et dont il s'agit du 4e long métrage. The Invitation raconte l'histoire de Will et de sa petite amie Kira, recevant une invitation pour un repas chez Eden, l'ex-femme de Will, l'occasion pour elle de leur présenter son nouveau compagnon David. Sont aussi conviés le groupe d'amis de l'ex-couple, ne s'étant pas vus depuis plusieurs années, notamment depuis la mort soudaine du fils de Will et Eden survenue lors d'un accident. Ce repas est aussi l'opportunité pour Eden de montrer son cheminement, sa progression depuis la mort de son fils, aidé par un groupe spirituel apportant une vision et une approche différente de la mort, dont son compagnon fait aussi partie, ainsi que 2 amis aussi présents pour l'occasion et pour la soirée. Cependant, Will n'est pas à l'aise. La maison et les retrouvailles faisant remonter d'anciens souvenirs et sentant que quelque chose d'anormal se trame. This thing is so official. Maybe they're overcompensating. It's kind of hard to call everybody up out of the blue after 2 years. I'm so glad you're here. We've got a lot to talk about. So much to celebrate tonight. Each and every one of us is on a journey, and we feel that it's important to be on that journey with the people you love. Everybody, this is my friend Pruitt. Bars on the windows and Security. Safer. You
You've been acting so suspicious of our hospitality. Well, Jesus. Has he been like this a lot? So agitated? How has he been handling things? He can be self-destructive. I think he's doing the best he can. Something doesn't feel safe here. We don't see you for 2 years, and then all of a sudden, we get invited to this lavish dinner. Don't tell me that this is normal. Pour ce film-là, le point qui m'a intéressé, c'est sa synopsis. Comment peux-tu espérer qu'une soirée se passe bien quand la personne qui t'invite est ton ex et qu'en plus, elle souhaite te présenter son nouveau copain? Derrière cette idée assez insensée, déraisonnable, saugrenue, les mots me manquent, se cache un vrai huis clos qui, comme le film précédent, va traiter du deuil et aussi de notre perception. Comme nous regardons et nous suivons principalement le personnage de Will, nous partageons son regard et ses craintes, mais pour autant a-t-il raison? C'est sur ça que va jouer le plus longtemps possible la réalisatrice Karyn Kusama. Et ce jeu va par exemple se faire sur des détails, comme pourquoi fermer la porte à clé, ne pas laisser la clé sur la serrure, pourquoi un des personnages n'est toujours pas arrivé, ne donne-t-il pas de nouvelles, puis l'absence de réseau dans la maison. Des détails qui font partie intégrante du cinéma d'horreur et que nous avons l'habitude de retrouver. Sauf qu'ici nous sommes en plein Los Angeles, dans un quartier assez huppé, entouré de maisons et dont un nombre important de personnes sont présentes, avec la possibilité de partir à tout moment. En conséquence, d'où provient l'angoisse? Qu'est-ce qui rend le film inquiétant? Eh bien, il va s'agir surtout de cette gêne qui va entourer les personnages de Will et Eden. S'étant quittés de façon douloureuse et se retrouvant seulement maintenant avec la présence de leur nouveau compagnon, rien ne laissait présager des retrouvailles chaleureuses. On va ainsi avoir des tensions qui vont monter à certains moments d'un seul coup, montrant que chaque invité présent marche sur des œufs et que le moindre écart ou une erreur de tournure de phrase pourrait tout faire péter. Chose que je vous avais déjà mentionnée pour le film Dans ma peau, lors du repas au restaurant, où la peur réside plus dans le fait de ne pas vouloir embarrasser ou mettre dans l'embarras, plutôt que d'alerter ou être le ou la seule personne présente à considérer une situation inquiétante. Et chose que l'on peut aussi retrouver dans une scène finale du film Millennium de David Fincher, dont j'ai pris plaisir à retrouver la filmographie récemment, et qui, par un de ses personnages, explique et exprime très bien cette sensation. Je voulais vous demander pourquoi les humains refusent d'écouter leur instinct. Ils sentent que quelque chose cloche, ils sentent bien qu'on les suit d'un peu trop près. Vous saviez que quelque chose clochait, mais vous êtes revenu dans la maison. Je vous ai forcé, je vous ai traîné jusqu'ici. Non. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est vous offrir un verre. On a du mal à croire que la peur d'offenser peut être plus forte que la peur de souffrir. Mais vous savez quoi? C'est le cas. Elles viennent toujours de leur plein gré. Et ensuite, elles s'assoient là. Elles savent que c'est fini, tout comme vous le savez vous aussi. Mais quelque part, elles espèrent avoir encore une chance. Peut-être que si je dis ce qu'il faut. Peut-être que si je suis poli. Si je pleure, si j'implore. Et alors, je vois l'espoir s'effacer de leur visage, comme du vôtre en ce moment. Et là, je sens que ça vient. J'ai la gaule. Je ne vais pas aller plus dans les détails sur le film puisque l'intérêt réside dans son dénouement. Derrière son long métrage qui est en termes de réalisation soigné sans pour autant proposer de fulgurance, Karyn Kusama souhaite surtout aborder le deuil. Comment les parents peuvent surmonter le tragique événement de perdre un enfant. Eden, au bord de commettre l'irréparable, va se rapprocher du groupe spirituel qui va profiter de sa fragilité pour lui présenter une pensée idyllique, collective, où la mort est perçue comme positive. Mais sans proposer un accompagnement et une aide dans cette épreuve, on lui impose une idée, celle de se sentir bien. Il s'agit plus d'une manière de se voiler la face et de se faire croire à elle-même qu'elle va bien. Will, lui aussi, a été marqué. Avec son visage ressemblant fortement à Jésus, il a décidé, comme lui, de porter la croix et de faire face à la douleur, à la réalité. Il reconnaît ses difficultés à aller de l'avant, mais continue. Il n'hésite pas, par exemple, à en parler à sa nouvelle petite amie Kira, quitte à la blesser ou à paraître froid. C'est d'ailleurs le symbole de la séquence d'introduction du film. Il percute un animal sur la route et prend l'initiative d'abréger ses souffrances en l'achevant. Derrière ce geste, il est montré cette volonté de ne pas chercher à échapper à la réalité. Il affronte la mort, l'accepte et poursuit sa route.
Même conclusion que pour Amelia dans Mr. Babadook. Faudra penser à les faire se rencontrer ces deux-là. Et si nous partions désormais pour le Mexique, avec le troisième long métrage de la réalisatrice Issa Lopez, intitulé Boalben, Ils reviennent, sorti en 2019. Boalben nous replonge en plein Mexique, dans les territoires pauvres où la loi des cartels et de la drogue règne. Les bâtiments et des quartiers entiers sont abandonnés par les gens fuyant cette violence, mais aussi ceux disparaissant, victimes de kidnapping ou de meurtre. Nous allons suivre deux histoires. La première, c'est celle de la jeune Estrella, qui du jour au lendemain ne va plus trouver trace de sa mère et va se retrouver seule, n'ayant même plus l'école pour pouvoir l'accueillir, fermée suite à une fusillade. De plus, elle va assister à des phénomènes étranges, des lignes de sang coulant sur les murs de sa maison, et sa mère l'appelant comme si elle se trouvait à ses côtés. La seconde histoire est celle d'un groupe de 4 garçons orphelins menés par Shine. Celui-ci va réussir à voler le portable et le flingue d'un des dealers les plus importants de la zone, responsable de nombreux morts. Très rapidement, l'homme va se rendre compte de la disparition de ses biens et va poursuivre la clique afin de les récupérer coûte que coûte. Parallèlement, Estrella va rejoindre le groupe de garçons, prenant ainsi part à leur vie, mais aussi à leur traque. ¡Ahí vienen los Gascas! ¿Qué le hacen a los que se llevan? A los plebitos se los llevan quién sabe dónde. Te está buscando y te va a encontrar. Los Gascas saben en dónde estamos. Nos vamos a ir a esconder. Había una vez un príncipe que quería ser tigre. ¡Es la una! ¡A las 2! ¡Y a las 3! Mira. Wow. Somos príncipes. Guerreros. Tigres. Premier film mexicain abordé, et c'est ce qui m'a incité à le sélectionner, pour connaître ce que la réalisatrice avait décidé de traiter, ce qu'elle mettrait en avant de son pays, sa culture, et si elle jouerait de ses symboles. Encore une fois, le genre horreur est très vaste au cinéma, et ce qu'il ressort de ce film, c'est que l'horreur est surtout présente dans le quotidien de ses enfants, et non pas dans le surnaturel qui va survenir. C'est la violence, la pauvreté et la drogue qui rythment leur journée, leur vie même. Ils sont constamment sur le qui-vive à se méfier des autres et ne cherchant pas à vivre, mais plutôt à survivre. Et dans cette réalité, les enfants s'inventent un monde, un conte, qui ouvre d'ailleurs Boalben, puisque Estrella nous raconte l'histoire du prince qui voulait être un tigre et qui fera écho à la dernière scène du film. On va vraiment apprécier le long métrage du point de vue des enfants. Une poésie va se faire dans les environnements et les décors démolis et créer une combinaison séduisante. Une mare où nagent des poissons va être pour eux un aquarium. Les tags anodins sur les murs vont prendre vie, être leurs cris, leur permettre de s'exprimer. Un effet de style qui fait écho au décor d'ailleurs du film Chapitre de Neil Blomkamp, créé par le groupe Giant World. Et la mort, avec un grand M, va là aussi faire partie intégrante de leur quotidien, et être présentée de façon très symbolique pour Estrella. Un marquage, ou plutôt une ligne de sang, va l'accompagner. Une ligne continue, précisant que la mort est omniprésente, la première fois à la sortie de l'école, et va annoncer les moments où elle frappe, lorsque par exemple la ligne de sang va séparer la mère de sa fille sur une photo, et s'étaler sur les vêtements suspendus de sa mère pour laisser entendre qu'elle a été tuée, ou encore lorsque ce sang va couler sur la chaussure d'un des personnages, annonçant sa mort imminente. Mais le monde des enfants est imaginaire, et la réalité va très rapidement reprendre le dessus. Issa Lopez ne s'y trompe pas, et y va franco. La moindre erreur est sanctionnée, y compris pour les enfants dont la mort est montrée de façon froide et brutale. Des transitions surprenantes, mais qui sont comme un rappel à l'ordre, où même nous, spectateurs, sommes surpris de l'arrivée abrupte du danger. Danger venant des vivants et non des morts qui ne cherchent eux qu'à trouver la paix. Ce mélange de l'enfance et de l'horreur pouvant rappeler le cinéma de Guillermo del Toro, Issa Lopez nous livre un long métrage personnel, voulant traiter à la fois de l'impact de la drogue au Mexique, mais aussi d'être confrontée à la mort dès le plus jeune âge, chose qu'elle avait déjà vécue avec sa mère, mais dans des circonstances moins dramatiques. Mais pour moi, le film trouve sa limite dans ce qui entoure nos héros. Dès que nous sortons de cette bulle, le contexte, la politique par exemple, sont traités avec parcimonie. C'est un film qui a tout de même été récompensé dans de nombreux festivals, 48 récompenses exactement,
venant s'ajouter au prix de la meilleure réalisatrice remporté au Fantastic Fest aux États-Unis en 2017 et au prix en tant qu'autrice décerné en 2007 par l'Institut des Beaux-Arts du Mexique. Le film se terminant sur une très belle image et une belle touche d'espoir pour Estrella, marquant la fin du cheminement intérieur, encore une fois celle du deuil, mais aussi celle de l'émancipation, renforcée par la sublime musique de Vince Pop, dont on écoute le morceau intitulé Finding Our Escape. Le voilà, le dernier film clôturant cette sélection. Le premier long métrage d'une réalisatrice australienne, confirmant avec The Babadook de Jennifer Kent que l'Australie est un pays plein de richesses et de promesses pour le cinéma d'horreur féminin, qu'il faudra suivre de très très près sur ces prochaines années. Et ce film, c'est Relique, réalisé par Natalie Erica James, sorti en 2020. Kay est contactée par la police suite à la disparition de sa mère Edna, veuve, vivant seule dans une maison isolée en bord de forêt. N'habitant pas à proximité, Kay va décider de s'y rendre, accompagnée de sa fille Sam, afin de la retrouver. Sur place, aucune trace de sa mère. Des recherches ont lieu tandis que les deux femmes s'installent dans la maison, le temps d'élucider le mystère entourant sa disparition. Quelques jours plus tard, Edna réapparaît comme par miracle, n'ayant aucun souvenir de ces derniers jours. Sa fille et sa petite-fille vont alors décider de rester avec elle le temps qu'elle se remette sur pied. L'occasion aussi d'envisager une solution pour la suite, en termes de surveillance et d'accompagnement pour le quotidien. Mais depuis leur arrivée sur place, des choses anormales commencent à se produire, la grand-mère commençant à perdre la raison et se sentant traquée dans cette maison qui semble comme habitée par quelque chose. This house is the only thing left. All our memories. Mum, what is it? It's here. Who are you talking to? Since your grandfather passed, this house seems unfamiliar. Eh bien, je ne peux pas dire que c'est le clap de fin de rétrospective, mais plutôt la claque de fin. Il va falloir que vous soyez accrochés, les amis.
Relique est un film qui bouscule, non pas dans la violence ou le gore, mais dans vos repères. Je préfère vous l'indiquer là aussi, le dernier tiers contient d'importants rebondissements qu'il serait vraiment dommage de vous gâcher. Je vous mentionne l'indicateur temps dans le résumé du podcast afin de pouvoir avancer et je vous invite à revenir écouter cet extrait une fois le film découvert car il vaut vraiment le coup. Sinon, eh bien c'est parti. Natalie Erika James va livrer un film très personnel. Elle décide d'y aborder notamment la maladie d'Alzheimer, maladie qu'avait affrontée sa grand-mère qui fait notamment perdre progressivement la mémoire, des difficultés aussi à trouver les mots justes et d'effectuer seule les tâches du quotidien. Par ce sujet, le choix de réaliser un film d'horreur va permettre à la réalisatrice d'accentuer les émotions et les ressentis. La proposition de départ commence cependant par un film complètement policier. Une enquête à la recherche d'une personne disparue. Durant 20 bonnes minutes, ce choix de genre va nous permettre d'apprendre les relations entre les différents personnages et d'implanter le décor où se déroulera l'intrigue. À partir du retour de la grand-mère, l'horreur va s'implanter petit à petit dans le quotidien des trois femmes et va monter crescendo. Eden va alors devenir de plus en plus démente et agressive, et la maison va se révéler hantée et contenant des pièces secrètes faisant basculer aussi le genre sur du surnaturel. La toute fin du film montre Edna mourante, perdant totalement sa peau et devenant une forme noire, mais accompagnée jusqu'à son dernier souffle par sa fille et sa petite-fille. Sur le dernier plan, Sam découvre que sa mère porte une légère marque de pourriture dans le dos, signe que le même chemin l'attend. Je vous ai indiqué que Natalie Erika James a choisi le genre horreur afin de développer les émotions. Il s'agit surtout de les externaliser. Pour ceux ayant vu le film, vous constatez que la maison est un personnage à part entière, vivant, comme l'était l'immeuble dans le film L'étrange couleur des larmes de ton corps. La maison se joue des personnages, dans ce vrai labyrinthe, leur faisant perdre leurs repères. Ça ne vous rappelle rien ? Ici, la maison est clairement la métaphore de la maladie d'Alzheimer et de l'état de santé d'Edna. La maison regorge de pièces oubliées, entassant des souvenirs lointains ne représentant plus rien, comme Edna qui les oublie, et la moisissure sur les murs représente son état physique, son corps se dégradant au fur et à mesure. Et la manière de le mettre en scène est vraiment astucieuse et bien gérée. Dès que Sam se retrouve piégée et prisonnière dans la partie parallèle de la maison, la tension est au plus haut, chaque angle, chaque couloir est un stress intense, on ne sait pas ce qu'elle va y trouver ou jusqu'où l'horreur va aller. Les murs, le plafond se rapprochent, le courant est coupé, dès qu'elle fait demi-tour, toutes les pièces ne sont plus les mêmes, on est en apnée, avec le personnage voulant à tout prix s'échapper de cette maison pour revenir dans la maison, où se trouve la grand-mère démente. Et cette mise en abîme est vraiment astucieuse et inventive, gérée à la fois de manière très habile et technique. Et outre le dernier tiers du film, le reste est aussi intelligemment abordé. Un autre des sujets est le lien unissant les membres d'une famille. Ici, la relation grand-mère, mère-fille, entre Edna, Kay et Sam est montrée comme étant distante. Par leurs échanges tout d'abord, on voit que Kay ne rend pas régulièrement visite à Edna, qu'elle n'est pas non plus au courant que sa fille a arrêté son travail. Sam ne l'appelle d'ailleurs pas maman, mais par son prénom, et il n'y a pas de geste affectif. D'un point de vue de la réalisation et du cadrage, Natalie Erika James va aussi l'appuyer. Les personnages ne sont jamais sur le même plan, montrant ainsi la distance entre elles. Lorsqu'elles le sont, un espacement les sépare ou un objet, par exemple une porte, cache l'une d'entre elles. L'exemple le plus concret est celui de la scène dans la salle de bain, où les trois femmes sont présentes, jamais toutes sur le même plan et ne se regardant jamais en face, mais utilisant le miroir. Des non-dits correspondant au moment où Kay et Sam vont prendre une décision d'accompagnement au quotidien pour Edna, sans lui avoir mentionné, le miroir accentuant ses secrets et le fait qu'elle ne soit pas sincère avec la matriarche. Pour l'horreur, on parlait du surnaturel de la maison, notamment dans la dernière partie. Elle est aussi tout le long du film, avec cette forme noire errant dans la maison, avec un jeu de lumière accentuant cette impression que le danger peut être présent dans chaque coin d'ombre. La scène en pleine nuit, jouant sur les cheveux d'Edna aplatis sur son visage, faisant croire qu'elle avance dans une direction alors qu'elle recule, permet un renversement de situation et de stress incroyable. On pense qu'elle se dirige vers un danger alors qu'en fait elle recule, elle fuit. Et je trouve cette trouvaille simple, mais totalement maîtrisée. Vous l'avez compris, de belles choses dans ce dernier long métrage, et terminons de façon logique par la scène finale et sa signification. Edna se meurt,
et perd peu à peu toute sa peau. Sam, la petite fille, est prête à fuir la maison, mais Kay décide de rester pour accompagner les derniers moments de vie de sa mère. Car, malgré l'évolution d'un proche dans la folie, allant de plus en plus mal physiquement, il n'en reste pas moins un être cher qu'il faut accompagner jusqu'à la fin. Et c'est ce que Kay comprend. Sa mère disparaît, mais, malgré qu'elle ne soit plus du tout la même, il n'en reste pas moins les souvenirs que nous avons d'elle. D'où cette forme noire, floue et lointaine, mais toujours présente, toujours à nos côtés. Cette forme noire peut être vue comme un esprit présent, tel un souvenir, ou même la mort, constamment à nos côtés, discrète, mais pouvant surgir à tout moment. Sam souhaitait fuir et ne pas faire face à la réalité de la mort, idée encore trop lointaine et abstraite pour elle, mais comprenant que cela fait partie de la vie. Elle reviendra d'ailleurs dans la maison pour accompagner sa mère. Et la découverte de cette tache sur le dos de Kay est en fait très naturelle. Dans l'ordre des choses, ce sera sa mère la prochaine à mourir, et Sam s'en aperçoit à cet instant. J'aimais ta peau dorée, toi qui me donnais tout de ta main délivrée. J'aimais la peau dorée, mais maintenant je pleure ton nom. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois ont passé, les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui aime, qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps. Sur terre, dit le poème, le passé vient plus vite qu'on ne pense. La 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 la. À genoux, j'implore ciel et mer, et ce brin de bruyère, un souvenir pour récompense. Quel est cet endroit où dans l'ombre confuse les démons et les anges se mélangent? Là je te rejoins dans cette brume épaisse que le tabac, le banjoin obscurcissent. Alors je pleure ton nom. Oui, je pleure ton nom. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois, comme toujours, ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui attend qu'en revienne le printemps. Qui aime, qui espère connaître la fin de l'hiver. Nous ne nous reverrons plus sur terre, dit le poème. Le passé vient plus vite qu'on ne pense. La 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 la. À genoux, j'implore ciel et mer, et ce brin de bruyère, seul souvenir pour récompense. Comme Apollinaire, un souvenir pour récompense.
regagnerons la confiance, nous regagnerons la confiance, comme une terre ferme, comme une terre ferme, à jamais. Nous regagnerons la confiance, nous regagnerons la confiance, comme une terre ferme, comme une terre ferme, à jamais. De l'autre côté, de l'autre côté de la mer, à jamais. À l'oreille de ce bois, c'est laissé.